Bonsoir. Étant donné l'ampleur et la complexité de la crise que connaît la Belgique, nous allons consacrer 2 numéros à ce pays qui est à la fois bien connu et mal connu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui a conduit à la formation de cet État, puis la semaine prochaine, ce qui conduit en ce moment à sa déformation, à son éclatement. Pourquoi la Belgique fonctionne mal et comment elle semble tirée par des forces centrifuges, notamment celles de l'Union européenne. Alors d'abord, quelques repères historiques. Voici la région qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes sur la plaine de Flandre, une position plane, très centrale, qui a l'avantage d'offrir aux hommes un accès à la mer du Nord et l'inconvénient d'être en position basse, sous le niveau de la mer. Les fleuves, l'Escaut, la Sambre, la Meuse et plus au nord le Rhin vont avoir un rôle important. Ils vont permettre la pénétration loin dans les terres et de là le commerce. Sur ces terres sans relief et un peuplement initial, celte et germanique, retenons 3 grandes périodes dynastiques avant la formation de l'État belge. Celle des Bourguignons, celle des Habsbourg d'Espagne et celle des Habsbourg d'Autriche. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que jusqu'au XIXe siècle, la Belgique n'existait pas en tant qu'État. Elle est inscrite dans des ensembles politiques plus vastes et elle est comme émiettée en duchés, comtés, villes, seigneuries et marquisats. Regardez les Flandres, Namur, le Hainaut, le Brabant, le Limbourg, le Luxembourg, la principauté de Liège. Elles sont réunies pour la première fois au début du XVe siècle sous la domination des ducs de Bourgogne. Le commerce drapier se développe avec Bruges-la-Belle, Gand, Anvers, qui sont des hauts lieux des échanges commerciaux européens. La période est faste, elle voit la création de l'université de Louvain et les œuvres de peintres immenses tels que Jérôme Bosch et Jan van Eyck. Puis à la fin du XVe siècle, la région passe par le simple jeu des mariages entre monarques européens sous la domination des Habsbourg. Alors d'abord, la période des Habsbourg d'Espagne. C'est l'époque de Charles Quint, il est né précisément à Gand. Il associe les Pays-Bas à son immense empire espagnol et forme les 17 provinces des Pays-Bas. Et ce qui va les faire éclater, ce ne sont pas des haines entre peuples, ce ne sont pas des barrières linguistiques qui n'existent pas encore, ce sont les guerres de religion, avec l'apparition de la réforme protestante qui justement naît à Anvers. Résultat, les provinces du Nord, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels, deviennent protestants et font sécession pour former les Provinces-Unies. Et les provinces méridionales, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, restent catholiques et deviennent les Pays-Bas espagnols. Et c'est précisément de cette époque que date la frontière nord de la Belgique, marquant ainsi une première ligne de partage entre protestants du nord et catholiques du sud. La frontière sud, celle avec la France, est fixée par le traité d'Utrecht en 1713. Ce traité donne les Pays-Bas à l'Autriche. On entre ainsi dans la 3e période dynastique dont je vous parlais, c'est celle des Habsbourg d'Autriche maintenant. Et c'est à ce moment-là que se forme le cadre territorial quasiment de la future Belgique, c'est-à-dire celle que nous connaissons aujourd'hui. La rivalité entre les grandes puissances européennes de l'époque, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Autriche, les Pays-Bas, eh bien elle se joue aussi sur ces plaines. La France est entrée en guerre contre les Autrichiens, occupe la Belgique en 1795, l'intègre à l'Empire français et divise le pays en 9 départements que vous voyez sur la carte et qui d'ailleurs existent toujours aujourd'hui. L'administration napoléonienne est plutôt bien accueillie car elle vient sur un net sentiment anti-autrichien, elle importe le code civil, elle favorise la modernisation de l'économie, mais ce sentiment est de courte durée car la conscription forcée crée un sentiment anti-napoléonien. Vous voyez où s'est déroulée la bataille de Waterloo en Belgique. Eh bien, l'une des clés pour comprendre la suite, c'est-à-dire la formation de l'État belge, ce sont justement les défaites napoléoniennes. Car la coalition victorieuse sur Napoléon va reformer les 17 provinces de Charles Quint, dont on a vu les contours tout à l'heure. Le congrès de Vienne, qui va dessiner la carte de l'Europe pour exactement un siècle, 1815-1914, va réunir en un seul État le royaume de Hollande, les provinces belges et hollandaises. Alors cette construction avait un sens pour établir un État tampon contre l'expansion française. Elle avait une sorte d'utilité pour la géopolitique de l'époque. Mais elle n'avait aucun sens
si on prenait en compte l'existence de deux peuples différents, de deux langues différentes et d'une séparation religieuse entre catholiques et protestants. Et de fait, à peine 15 ans plus tard, la Révolution belge de 1830 aboutit à la séparation de la Belgique des Pays-Bas. Le Luxembourg revient pour les 2 tiers à la Belgique et le dernier tiers, la partie germanophone, reste unie aux Pays-Bas. Voilà, la Belgique est enfin formée. Son premier roi, Léopold Ier, fonde une monarchie parlementaire dans le cadre d'un État unitaire, sauf que les clivages qu'on a déjà esquissés s'affirment à peine l'État formé. Le français, langue officielle, domine, même en pays flamand, sauf qu'au recensement de 1846, 57% des Belges parlent justement le flamand. Et cette querelle linguistique va rappeler constamment l'existence de deux nationalités, flamande et wallonne, qui n'arrivent pas à se fondre dans une seule et même nation. Alors ce n'est pas tout à fait exact. Le roi et les succès économiques du pays unifient la Belgique. La Belgique est un pays pionnier dans le commerce, dans les débuts de l'industrie, la création d'un réseau de voies ferrées, de voies fluviales, ce sont les plus denses du monde, dans le capitalisme bancaire le plus audacieux et le plus dur. Ce petit pays est totalement tourné vers l'international, vers l'exportation, et il devient d'ailleurs la 4e puissance commerciale du monde en 1914. Alors justement, changeons d'échelle, car au début du siècle, le roi Léopold II va jouer un rôle important dans le façonnement d'une identité nationale en s'intéressant, à l'instar des autres grandes puissances européennes, à l'Afrique, et ce, et pour son pays, mais surtout pour lui-même. On voit sur la carte du continent africain le bassin du Congo. Léopold II obtient, grâce à l'explorateur anglais Stanley, l'allégeance de 450 tribus du Congo, qui est le plus central des pays africains, c'est-à-dire le seul qui n'avait pas encore été attribué entre les puissances européennes. Vous voyez, on voit bien sur cette carte qui date de 1905, là, comment appeler ça, la prétention cartographique qui consiste à afficher le rapport des superficies entre la Belgique et le Congo. La Belgique 80 fois plus petite que le Congo. L'acquisition progressive du Congo permet à la Belgique de devenir une grande puissance, sauf que justement, les grandes puissances avaient contraint le petit État belge à sa naissance en 1830 à la neutralité. Or, cette neutralité ne l'a pas empêché d'être occupée par l'Allemagne en 1914, puis à nouveau en 1940. Or, après 1945, c'est intéressant de rappeler que la Belgique est pionnière justement pour créer des ensembles économiques plus larges que son propre territoire. Elle rejoint la Hollande pour former le Benelux, puis la CECA, c'est-à-dire la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est l'ancêtre de la Communauté européenne, et puis enfin elle entre dans l'Alliance atlantique. Donc la Belgique est fragile, mais elle existe, elle fait partie des pays riches de la planète. Sauf qu'on est toujours rattrapé par son histoire, et les amorces de clivage que nous avons esquissées aujourd'hui vont se confirmer, s'accentuer, après 1945 et plus encore après la loi linguistique de 1962. Aujourd'hui, c'est très net, la guerre civile est déclarée, même si elle est dans le pays sans armes à la main. La semaine prochaine, je vais vous montrer des cartes de la Belgique d'aujourd'hui pour vous aider à comprendre pourquoi ce pays est sans doute sur la voie du séparatisme et de l'éclatement.